هشام عبوس يا شيزينيرو دوما الإرهاب يا ليجينيرو. Donc, on commence par la réponse d'Alger aux autorités françaises pour expliquer pourquoi ils ont refusé l'accès au territoire national à leur sbire, à leur larbin, à leur affidé, ce Brahim leur tentant Brahim. Alors, comment qu'il explique? Parce qu'à un certain moment, le relais médiatique dans la Dosma voulait expliquer ça par l'absence de passeport, parce que c'était faux. Eh bien, ils expliquent de la manière la plus vraiment, c'est incongru comme explication. Ils ont estimé que cet Algérien de 59 ans marié à une Française et qu'il a 2 enfants français, c'est-à-dire là, ils ont pensé aux enfants, à l'épouse. Ah, pour les Algériens que vous jetez en prison, vous ne pensez pas à leurs épouses, à leurs enfants, à leur maman. Ça, vous n'y pensez pas. Vous les jetez en prison. Là, il dit oui, il a 2 enfants, il est marié à une Française. Et puis, le comble, c'est quand il parle de droit, il n'a pas pu bénéficier d'un procès judiciaire en bonne et due forme, qui constitue un rempart contre l'abus de pouvoir. C'est comme si en Algérie, il n'y a pas d'abus de pouvoir, dans la mesure où son ordre d'expulsion, s'il avait été mené à son terme, l'aurait privé de défendre ses droits lors du procès prévu le 24 février de l'année en cours. Là, les autorités algériennes reconnaissent que ce ressortissant algérien peut bénéficier de clémence de la part de la justice, que la justice française va prononcer un verdict juste, contrairement à la justice algérienne qui fonctionne au téléphone. Donc, arrêtez de donner des leçons aux autres, de dire qu'il faudrait le laisser faire face au juge, il faudrait que son procès se tienne, etc. Ça, les Algériens n'en bénéficient pas avec vous. Et puis, ce refus exprimé à leur sbire, il n'est pas le premier du genre. Il n'est pas le premier du genre. Rappelons-nous, il y a quelques mois à peine, Farid Alilet, journaliste algérien, à Jeune Afrique, résident en France, et qui n'a pas de passeport français, il n'a qu'un seul passeport, le passeport algérien, a été empêché de rentrer en Algérie. Ça, c'est illégal. Ça va à l'encontre du droit international, à l'encontre de toutes les conventions, mais quand on est un régime voyou, eh bien, on ne respecte jamais les lois ni les conventions internationales. Et c'est pour cette raison que je me permets de qualifier le régime algérien de régime de voyou. Voilà. Ceci, donc, pour ce délinquant, ce Boualem, ils n'ont pas voulu le laisser rentrer parce que lui, il ne voulait pas rentrer. Et ils savent très bien qu'aucun Algérien, parmi leurs affidés, ne souhaiterait rentrer en Algérie. Normalement, puisque tu défends ce régime te plaît, eh bien allez-y, mais rentrez chez vous, bon sang. Personnellement, si je pouvais rentrer, et si les autorités algériennes s'engageaient à respecter la loi, parce que je n'ai absolument rien commis, je n'ai absolument rien commis, aucune infraction, aucun crime, rien du tout. Je me retrouve avec 77 ans de prison et inscription au journal officiel, c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie et du monde, inscrit comme terroriste.
S'il n'y avait pas ça, moi je rentre. En 2011, après 14 ans d'exil, lorsque les autorités algériennes, sous la pression du printemps arabe, s'étaient engagées à respecter les lois, et j'ai été faire opposition à tous les procès, c'était 8 procès, j'ai été faire opposition, eh bien, ils ont respecté les règles du jeu. Je suis rentré, j'ai fondé 2 journaux, et malheureusement, pour eux, il faudrait qu'on reste toujours soumis à leur bonne volonté. Et j'ai été contraint de quitter une fois de plus et de m'exiler de nouveau. Voilà. Mais quand quelqu'un n'a fidé comme ces influenceurs, normalement, ils doivent rentrer. Ils doivent rentrer. Alors maintenant, donc, la réponse d'Alger aux autorités françaises pour justifier le refus d'entrer à ce Boualem, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Parce que vous êtes très mal placé pour parler de droit, pour parler, il faudrait que cette personne puisse être jugée parce qu'elle a des droits, etc. Vous ne pouvez pas parler de ça. Parce que vous ne respectez pas le droit des Algériens à un procès équitable quand ils sont arrêtés. Vous les mettez tout de suite, vous les placez sous mandat de dépôt. Et puis, il y a eu cette réponse du ministère des Affaires étrangères. Là, carrément, c'est la dérobade. C'est la dérobade. Parce que il faudrait prendre cette tension entre Alger et Paris. Là, c'est un pic, jamais atteint. Cette tension, comment est-elle arrivée? Elle n'est pas tombée du ciel. Ce ne sont pas les Français qui se sont levés un certain matin pour dire « Allez, on va embêter les Algériens ». Macron a énormément fait. Il a dépassé toutes les limites jusqu'à irriter ses plus proches. Il a irrité ses plus proches, c'est-à-dire c'en était trop. Il a envoyé la moitié du gouvernement en Algérie pour signer des accords, pour aider ce régime à réaliser quelque chose en matière de développement économique, mais il n'y a rien eu. Parce que ce régime n'a pas de projet, n'a pas d'horizon, tout est bloqué pour lui. Le régime algérien n'a qu'un seul objectif, c'est amasser le maximum d'argent, voler le maximum d'argent au peuple algérien et aller investir dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, dans la restauration, en France et maintenant en Espagne aussi et en Suisse. Voilà ce qu'ils font. Les relations algéro-françaises n'ont jamais été au beau fixe depuis l'indépendance de l'Algérie. Dans les années 68-60, on se souvient que l'Algérie a été la première à dénoncer les accords d'Évian, et c'était juste après le coup d'État du 19 juin 1965. C'était carrément un pouvoir militaire qui s'était instauré, et c'était l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne et le fondateur de l'armée algérienne, Ouali Boumediene, qui avait pris les rênes du pouvoir. Il a dénoncé les accords d'Évian, d'abord par la nationalisation des mines, des transports, des assurances. Il passe ensuite à la base navale de Mers-el-Kbir, et Boumediene disait, à juste titre, qu'il était dès le départ contre les accords d'Évian, que les militaires étaient contre les accords d'Évian. L'armée de libération nationale était contre les accords d'Évian parce que c'était une autre forme de colonialisme, ce qu'on appelait à l'époque le néocolonialisme. C'est bon. Il passe ensuite
à la base nucléaire, des essais nucléaires de Reagan. La même chose. Il demande aux Français de partir, de quitter. 71, on passe à l'essentiel, la nationalisation des hydrocarbures. Du côté français, il y a eu quelques actions, mais bon, ils ont accepté, ils ont fini par accepter parce que on n'était plus dans le contexte des années 50. 75, Giscard d'Estaing effectue une visite à Alger. Boumediene en profite pour lui montrer les réalisations algériennes et lui dire voilà ce que nous avons fait de notre indépendance. Il lui fait visiter le complexe idéologique de Harrach, Naba, Skikda, Constantine et sa nouvelle université, plus ses complexes industriels, puis Alger avec tout ce qu'elle a comme réalisation économique à Raya, à Ruiba et un peu partout. À Oran, donc Giscard en avait plein les yeux. Et la visite de Giscard se termine en queue de poisson, puisque l'ultime tête-à-tête entre Boumediene et Giscard s'était terminé très mal, d'après le quotidien de Paris, qui avait à l'époque publié un petit billet dans lequel il s'interroge sur ce qui s'était passé entre le président algérien et son homologue français. Parce que, normalement, à l'issue d'un entretien en tête-à-tête, les deux présidents quittent la salle ensemble et donnent une conférence de presse. Dans tous les cas, ils se montrent à la presse ensemble. Or, Giscard d'Estaing avait quitté la salle de réunion tout seul, il n'était pas accompagné par le président algérien. Et d'après la description du quotidien de Paris, il était livide, tremblant, pâle, il n'était pas à l'aise et il n'avait fait aucune déclaration. D'où la question, que s'était-il passé entre les deux hommes? Le même billet a été republié en 1981 à l'occasion de la visite de François Mitterrand à Alger, où Chadli a assuré la succession de Boumediene. Et toujours, on se posait la question, que s'était-il passé, que s'était-il dit entre les deux hommes, Boumediene et Giscard. Et il conclut en ajoutant un petit paragraphe, une petite phrase, l'un n'est plus de ce monde et il a emporté avec lui son secret. Et le second, Giscard, a publié ses mémoires, mais n'a pas soufflé un mot sur cette rencontre. La visite de François Mitterrand devait apporter un peu d'éclaircie dans le ciel algéro-français, des relations algéro-françaises. Eh bien, ça n'avait pas duré longtemps. Même si Chadli s'est montré de bonne foi, il voulait un petit peu effacer le passé, mais il y a toujours des turbulences dans les relations algéro-françaises, des relations qu'on qualifie de passionnelles, mais quand c'est passionnel, normalement, il y a de l'amour, il y a des querelles, il y a de l'affection, il y a un peu de tout, mais pas que des querelles. Or, entre l'Algérie et la France, il y a beaucoup plus de querelles que d'amour. Avec l'arrivée de Zaroual, alors c'était vraiment rien du tout. D'ailleurs, même si à l'époque c'était Chirac qui était à la tête de l'État français, et au cours de son passage à l'ONU, Yamin Zaroual aussi était à New York pour la même occasion. Les Algériens ont voulu organiser une rencontre entre Chirac et Yamin Zaroual. Chirac avait demandé à ce qu'on ne les prenne pas en photo, à ce que la rencontre ait lieu discrètement, chose qu'avait refusé Zaroual. Et puis les attentats de Paris
l'exportation de la crise algérienne, de la guerre civile algérienne en France. Donc, il y avait encore des nuages, beaucoup de nuages dans le ciel des relations algéro-françaises. Avec Bouteflika, eh bien, Bouteflika a reçu pratiquement tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de l'État français en 20 ans, et il a effectué la première visite d'État d'un président de la République algérienne en France. C'était juste une année après son investiture. Mais ça n'allait pas toujours bien. Bien que Bouteflika a été se faire soigner en France, au Val-de-Grâce, il a passé également la période de convalescence aux invalides qui n'est réservée qu'aux Français qui ont rendu service à la nation française. Eh bien, Bouteflika a bénéficié d'un séjour aux invalides, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et après Bouteflika arrive le grand voyou et son compagnon Chengueria, deux voyous de la pire espèce. Là, malgré les bons gestes multipliés par Macron à l'adresse de cette voyoucratie, rien n'y fait. À 3 reprises, chose qui ne s'est passée nulle part dans l'histoire des nations. En 5 ans, à 3 reprises, on rappelle l'ambassadeur d'Algérie à Paris. À 3 reprises. La première, on prend pour prétexte une déclaration de Macron. Il a émis une opinion, il est libre, le bonhomme d'émettre l'opinion qu'il veut, pour dire que ce régime est devenu vieillissant, ce qui est vrai, que le Hirak l'a ébranlé, ce qui est vrai. Il n'a pas dit plus que cela, parce qu'il aurait dû dire c'est un régime répressif, c'est un régime qui fait pire que le colonialisme, et les Algériens préfèrent le colonialisme français au régime du duo de Chengueria. J'en ai parlé à plusieurs reprises de ce sujet. Il n'a pas dit de méchanceté. Eh bien alors, on rappelle l'ambassadeur d'Algérie, parce que normalement, on ne doit pas faire comme ça. Pour quelqu'un qui connaît comment fonctionne la diplomatie. On convoque l'ambassadeur de France à Alger et on lui demande des explications. On ne rappelle pas son ambassadeur. Eh bien, en Algérie, on fait le contraire. On rappelle l'ambassadeur. Après quelques temps, bon, allez, de nouveau, il retourne en France. Et puis vient l'affaire de Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, elle a été emprisonnée, elle a été privée de son droit élémentaire de voyager, et voyant qu'elle a été victime de l'arbitraire, elle n'a pas baissé les bras. C'est une femme libre. Au temps où Amira Bouraoui sortait manifester contre le 4e mandat, Tebboune était ministre de Bouteflika et il rampait devant Bouteflika. Voyons-le, regardons-le en train de ramper devant Bouteflika. Ça sera une autre fois. En tous les cas, au temps où Amira Bouraoui s'opposait à Bouteflika, Tebboune rampait devant lui et il a passé 17 ans sous les ordres de Bouteflika. Et après, il vient le qualifier de gang. Alors, il a fait partie de ce gang de voyous. Amira Bouraoui se débrouille pour quitter le territoire national et en Tunisie, elle sort le passeport français pour quitter le territoire français.
Évidemment, les Tunisiens ont posé problème parce qu'il fallait qu'elle rentre en Tunisie avec le passeport tunisien parce qu'il faudrait qu'il soit tamponné. Elle a fait appel au consul de France à Tunis. Le consul de France a intervenu pour l'aider à quitter la Tunisie au moment où les Algériens la réclamaient, voulaient la récupérer et l'enlever en Tunisie pour l'emmener en Algérie. Parce que leur plan a échoué, donc Tebboune rappelle encore une fois son ambassadeur à Paris. L'ambassadeur passe quelque temps en Algérie, puis un autre ambassadeur qui va être nommé après quelques mois. Alors, on rétablit la communication officielle parce que le rappel d'un ambassadeur, cela signifie qu'il y a fermeture des canaux de communication officiels. Et puis arrive la visite de Macron au Maroc. Avant qu'il n'envoie, avant qu'il n'effectue sa visite et avant qu'il n'envoie une lettre de félicitations à l'occasion de la fête du trône du Maroc, il avait averti, il avait informé Tebboune que la France allait soutenir le plan marocain de l'autonomie du Sahara. Il lui avait dit ça en Italie. Tebboune n'avait pas réagi, n'avait pas branché, n'avait pas contesté, n'avait pas protesté. Il était tout content de rencontrer Macron. Le 25 juillet, quand il apprend, Macron n'avait pas à l'informer, mais par respect. Parce que sachant que l'Algérie est partie prenante dans ce dossier, bien qu'elle a toujours nié son intérêt pour ce dossier et son implication, surtout pour le dossier, il a informé. Et là, Tebboune, entouré de ses parrains, ses généraux génocidaires, il annonce son mécontentement et rappelle une troisième fois l'ambassadeur d'Algérie et réduit la représentation d'Algérie à un chargé d'affaires à Paris. La France a pris note et a respecté la décision qu'elle considère une décision de souveraineté. Et de là, on commence à chercher noise à la France. Et il faut dire ce qu'il en est. Première provocation, la télévision publique algérienne diffuse un sujet fabriqué dans les officines des services secrets algériens, ces services qui ont pour mission de combattre, soi-disant de lutter contre l'espionnage, de faire du contre-espionnage, eh bien, ils ont toujours été spécialistes dans la torture des Algériens, dans les arrestations des Algériens, de toute opposition au régime en place. Cette fois-ci, ils nous sortent un sujet de contre-espionnage. Et voilà, on nous ramène un jeune homme qui était chez Daesh, en Syrie ou en Irak, et qui s'est repenti, qui a fait de la prison par la suite, et puis il est rentré en Algérie, et il vient dire qu'il était contacté par les Français. Et on nous montre des images comme quoi il suivait ce jeune homme qui faisait l'agent double. On le suivait, on le montre avec un bonhomme qu'on présente comme étant le premier secrétaire de l'ambassade. C'est très grave ça. On diffuse ce sujet. Réaction de Paris. C'est des trucs bidons, on leur accorde même pas d'importance, mais normalement dans un pays qui se respecte, quand on a le premier secrétaire de l'ambassade qui manipule un ressortissant algérien et qui mène une opération sur le territoire français, la première des choses, on le considère comme personne non grata, on le déclare personne non grata, on l'expulse, on demande des comptes à l'État français pour lui demander des explications. L'Algérie ne fait rien.
On nous diffuse ce documentaire, ce sujet, et c'est terminé. Mais c'est de la provocation, on provoque la France. Survient, enfin, c'est le dernier épisode, l'avant-dernier épisode, parce que le dernier c'est celui de leur tonton Boualem, l'épisode Boualem Sansal. Alors voilà, pas de Boualem Sansal, Boualem Naman, je sais quoi là. Oui, Boualem Naman. Boualem Sansal, il y a quelques jours, il faisait une déclaration dans laquelle il remettait en cause l'histoire de l'Algérie, les frontières de l'Algérie. Il a émis une opinion. Libre à lui de l'émettre, libre à n'importe quel citoyen d'émettre ce qu'il veut. Il n'y a pas eu réaction. Il n'y a pas eu réaction d'Alger, ni de la presse algérienne, une presse aux ordres. Rien du tout. Et voilà, quelques jours plus tard, Boualem Sansal, voyant qu'il n'y a pas eu de réaction, il n'y a absolument rien, on n'a même pas cherché à lui répondre, débarque à Alger, à peine arrivé à Alger, il est enlevé. Il est enlevé. Pendant 5 jours, on n'a une de ses nouvelles. Ce n'est qu'une fois qu'on a tiré la sonnette d'alarme, qu'ils ont dit, ah oui, il a été arrêté, il est présenté il est déféré devant le parquet, et de là, il est placé en garde à vue, en détention préventive. Le bonhomme a 75 ans, il est malade. Il y a eu une levée de bouclier en France pour demander la libération de cet écrivain, âgé de 75 ans, malade, dont la place n'est pas en prison, mais sur des plateaux de télé, pour débattre avec des intellectuels algériens sur l'histoire de l'Algérie. Tout simplement. Il n'y a pas qu'en France qu'on a réclamé la libération de Boualem Sansal, dans toute l'Europe, puisque le Parlement européen a consacré une séance entière pour débattre du sujet de l'arrestation et de la détention de Boualem Sansal. Ce qui s'est passé, c'est que les autorités algériennes n'ont pas soufflé mot, mais il y a eu des négociations secrètes. Les autorités algériennes avaient donné leur accord de libérer Boualem Sansal. Et pour trouver la parade, ils ont, c'était Boun qui a annoncé une amnistie, ou plutôt une grâce présidentielle. À quelle occasion? À l'occasion du Nouvel An. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Ni en France, ni en Belgique, ni en Angleterre, ni nulle part, ni aux États-Unis, nulle part dans le monde. Même ceux qui célèbrent le Nouvel An, parce qu'en Algérie, la célébration du Nouvel An est mal vue, parce qu'il faudrait qu'on garde certains résidus d'une mentalité qui ne veut pas évoluer, mais on célèbre le Nouvel An quand on est en Europe, oui. Alors, grâce présidentielle, et c'était clair, c'était destiné pour en faire bénéficier Boualem Sansal. Et au moment où Boualem Sansal était déclaré libéré, pour tous ceux qui ont suivi le dossier de Boualem Sansal, dans les coulisses du pouvoir, Boualem avait quitté le territoire algérien, il était en France. D'après les accords, c'est ce qui devait se passer. C'est ce qui devait se passer. Or, tout a capoté en dernière minute. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes, sans les services secrets algériens, ont demandé, après échec de mon enlèvement en Espagne, l'enlèvement a réussi, mais l'exfiltration n'a pas réussi. Alors, ils voulaient m'avoir coûte que coûte. Ils demandent ma tête, celle de Farhat Mani et celle de Axel Blabès,
parce qu'aussi Aksel Abbas lui ont intenté un procès, ils ont tout fait, ils n'arrivaient pas à prouver qu'il était derrière les incendies de la Kabylie de 2021. Alors ils voulaient, faute d'avoir nos têtes de la manière la plus illégale, ils voulaient l'avoir de la manière légale, avec la complicité de la France. La France n'a pas marché dans la complicité. Elle a refusé. Et là, volte-face des Algériens, pas de libération pour Boualem Sansal. Et quelques jours plus tard, Tebboune allume le feu en traitant Boualem Sansal de père inconnu, d'origine inconnue. Alors, quand on dit de père inconnu, ça veut dire que c'est maman pour les Algériens. Pour les Algériens, il n'y a pas de femmes qui mettent au monde un enfant hors du mariage. Cela a une connotation inutile d'en parler ici. Voilà, il traite la maman de Boualem Sansal d'une femme de mœurs légères qui a enfanté un enfant qui ne connaît pas son père. Et pourtant, le bonhomme est bien connu. Son papa est originaire du Rif marocain. Sa maman est algérienne. Elle est, je crois, kabyle. Et jamais ce problème ne s'était posé pour Boualem Sansal. Un président de la République, même s'il est élu par la fraude, ose traiter une citoyenne algérienne, et il a touché dans son honneur. Il l'a touché dans son honneur. Et puis il s'attaque à la France. Alors parce que, outre le fait qu'ils disent de père inconnu, d'origine inconnue, c'est un voleur. Or, c'est le papa de Tebboune, le père de Tebboune, d'après la presse française, que d'ailleurs j'avais publié une capture d'écran du journal La Dépêche d'Oranie, où on parlait de son papa qui avait volé et escroqué des gens dans sa région. Et puis s'attaque à la France, dit, vous me l'envoyez pour me provoquer, pour... C'est Macron vous a envoyé Boualem Sansal. Pour que Boualem Sansal habite en Algérie, il a un passeport algérien, il a toujours vécu en Algérie. Il n'a pas besoin d'être envoyé par Macron pour provoquer Tebboune. Il n'a pas besoin de cela. Et de là, la crise monte. Et arrivent ces influenceurs payés par le gouvernement algérien. Payés par le gouvernement algérien. Et qui viennent menacer des opposants au régime algérien en France et en Algérie, et ils les incitent à les torturer, à leur faire ceci, à leur enlever les griffes, les ongles, à les torturer, etc. C'est normal que ces gens qui tiennent un discours haineux, violent, soient arrêtés. Et quand l'un d'eux, le plus virulent d'entre eux, est renvoyé chez lui, tout simplement, l'Algérie refuse de le laisser rentrer. C'est le retour à l'envoyeur. Et la France n'a pas agi comme le fait le régime algérien. Parce que la France aurait pu aussi lui accéder l'accès au territoire, pas, parce que c'est la France, c'est le territoire français, tu es un étranger, tu ne rentres pas. Tout simplement. Tu n'as plus ta carte de séjour, tu ne rentres pas. Et on le laisse errer entre Alger et Paris. Et l'Algérie a l'habitude de faire ça. Souvenons-nous, pendant la période du Covid, en 2021, plus d'une quarantaine de passagers algériens venus de Grande-Bretagne, de Turquie, de différents pays, on leur a refusé l'accès en Algérie et ils sont restés plus d'un mois dans l'aérogare du terminal 3 de l'aéroport Charles de Gaulle Roissy. Et tout le monde, c'était un spectacle effrayant pour tout le monde. Et finalement,
ils ont été contraints parce que le ramadan est arrivé. Même pour le ramadan, ils n'ont pas eu pitié d'eux. Et ils sont partis, ils sont rentrés chez eux comme il fallait les faire. Parce qu'il y avait même des gens qui n'habitaient pas à l'étranger, ils habitaient en Algérie. Ils n'ont pas laissé rentrer. Ça se passe qu'avec ce régime de voyous. Voilà, moi je pèse bien mes mots quand je dis voyous, c'est un gang de voyous. D'ailleurs, c'est leur chef, Gaïd Salah, qui les a qualifiés de gang. Et pour lui-même, il a qualifié ce pouvoir de gang, de voyous. Donc, je ne fais que répéter ce qu'ils me disent. Voilà donc où on en est. Maintenant, quand tu as parlé d'exiger de la France de nettoyer les zones où il y a eu des essais nucléaires, rappelant à ce régime qu'ils ont tué des Algériens en les envoyant à Oued Namous et à Argan. La France n'a pas envoyé d'Algériens à Argan dans ces zones contaminées. La France, quand on demande au colonialisme une repentance, Macron a qualifié le colonialisme comme un crime contre l'humanité. Que voulez-vous de plus? Or, le régime algérien qui a commis des crimes contre l'humanité n'a jamais demandé pardon aux Algériens. Quand vous avez le patron de la sécurité intérieure algérienne, un général, le général Abdelkader Haddad, dit Nasr al-Jinn, Nasr le démon, quand il était lieutenant, il tuait les Algériens 10, 15 par jour. Et c'est de l'aveu d'un de ses anciens compagnons. J'ai encore l'enregistrement. Et il touchait 25 millions de centimes par tête de pipe. Voilà. Le bonhomme, il s'est acheté une résidence en Espagne avec l'argent, avec la prime qu'il touchait pour avoir assassiné des Algériens, pieds et poings liés, et il leur mettait une balle dans la tête. Le chef d'état-major actuel, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, le fameux Saïd Chengueria, a tué de ses propres mains, ce qui a été vu, il y a eu d'autres certainement, mais ce qui a été rapporté par un officier qui était avec lui, avait tué un pauvre père de famille à Al-Khdaria, ex-Palestro, à minuit, il l'a tué de sang-froid. Le bonhomme ne lui avait rien fait, il est sorti juste lui demander pourquoi ils sont venus perquisitionner chez lui, c'est tout. Il l'a tué de sang-froid. Un régime de criminels, un régime de voyous. Il ne peut pas parler d'atrocité coloniale, il ne peut pas parler de quoi que ce soit parce que la France, il n'y avait pas de pétrole, n'exploitait pas le pétrole algérien, mais elle avait construit des villas, des villes, des villages et des infrastructures. Avec tout ce qu'ils gagnent depuis 5 ans, ils n'ont pas construit ne serait-ce qu'un urinoir public. Un urinoir public, ils n'ont pas construit. Les stades qu'ils ont inaugurés datent du temps de Bouteflika. Ils n'ont rien construit. Et ce qu'a l'héritage français, eh bien, allez voir à Skikda ce qu'il est devenu, ce qu'est devenu le quartier italien, ce qu'est devenu Rahbat Souf, Rahbat Jumal, Constantine, Annaba, Oran, Alger. Allez voir Beblet comment il est devenu. Beblet, ce quartier, vraiment, était populaire et moderne en même temps. Allez voir comment il est devenu. Des immeubles tombent en ruine. Ils ne sont jamais reconstruits. À la rue Tanger, en plein centre d'Alger, un immeuble s'est effondré. On a fait un parking, tout simplement. Voilà. Et venir demander des comptes à la France, c'est très mal placé. Voilà. Je prends congé de vous pour passer par la suite à un
live en langue arabe, en parler algérien, disons. Je vous donne rendez-vous à demain. Merci de votre attention et à demain. Au revoir.